Voilà, nous avons souhaité ouvrir ce débat autour des crimes terroristes qui pourraient être également des crimes contre l'humanité avec cette intervention, tout le monde s'en souvient évidemment, du 14 novembre de François Hollande qui s'adresse aux Français en disant et en parlant de ce qui s'est passé au Bataclan et au Stade de France, d'actes de guerre, d'armées terroristes, de Daesh, donc des actes de guerre contre la France et nos valeurs, des actes de guerre préparés, organisés et planifiés de l'extérieur. Bonjour Samia Maktouf. Bonjour. Merci d'être avec nous, bonsoir. Vous êtes donc avocate des 23 parties civiles dans le procès de Salah Abdeslam et vous êtes celle qui a lancé justement en plein cœur de l'été cette question, à savoir est-ce que l'on peut à la fois qualifier Salah Abdeslam, dernier survivant justement des membres des commandos du 13 novembre, de quelqu'un qui a à la fois commis un crime terroriste, ce pourquoi il est mis en accusation, mais également un crime contre l'humanité. On vous a dit non, c'était la semaine dernière. Pourquoi avez-vous lancé cette demande-là ? Alors, j'ai lancé cette demande parce que je me situe auprès des victimes. Et c'est en leur nom, et c'est parce que ces victimes, les ayants droit, ainsi que les survivants, ils ont le droit à la vérité. Ils ont le droit à savoir, ils ont le droit à ce que les choses soient plus claires. On parlait tout à l'heure de confusion. Le fait de rajouter au crime terroriste le caractère, l'autre crime, le crime contre l'humanité, puisque le terrorisme, il va falloir à un moment donné qu'on le conjugue avec le crime contre l'humanité, permettra aux victimes, aux survivants, aux ayants droit d'avoir une réponse précise. Aujourd'hui, nous avons un survivant auteur, ce qui n'était pas le cas dans les attentats de Mera et autres. Nous avons un auteur qui, dont l'instruction arrive à la fin, et nous avons tous les éléments et les critères qui définissent le crime contre l'humanité. Et je me réjouis d'entendre à nouveau les propos du président de la République qui reprend les critères qui permettent de retenir le crime contre l'humanité. Alors, ce qui est compliqué, Anne-Laure Chaumette, bonsoir, c'est que vous êtes spécialiste de droit international à l'Université de Nanterre. Vous avez travaillé sur ces questions, justement, de droit et de crimes contre l'humanité. Ce qui est compliqué, c'est qu'on ne sait pas très bien comment faire entre droit national, tel qu'il s'applique en France, par exemple, et au nom duquel parle à l'instant même Samia Maktouf, et droit international. Et ça n'est pas tout à fait la même définition pour la question du crime contre l'humanité en interne, chez nous, et en externe, dans les débats internationaux de juristes, par exemple. Effectivement, en droit interne, le code pénal français, c'est l'article 212-1 du code pénal. Qui, c'est au nom de cet article que voilà, Samia Maktouf a demandé. Définit le crime contre l'humanité comme un acte qui est fait en exécution d'un plan concerté contre une population civile dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique. Les mots sont presque les mêmes en droit international. Mais presque les mêmes. Mais pas dans le même ordre. Ouais. Et évidemment, en droit, l'ordre des mots et l'utilisation des mots ont un sens. En droit international, la source, c'est le statut de Rome, aujourd'hui, le statut de la Cour pénale internationale, l'article 7 de ce statut qui définit le crime contre l'humanité. C'est le statut qui a permis l'instauration d'une Cour pénale internationale en 1998, c'est ça ? Exactement. Donc dans ce statut, l'article 7 dispose que un crime contre l'humanité, c'est un acte qui est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique commis à l'encontre d'une population civile et en application ou dans la poursuite d'une politique d'un État ou d'une organisation. Et alors, qu'est-ce que ça change ? Parce que pour nous qui ne sommes pas des juristes ni internationaux ni nationaux, qu'est-ce que ça change par rapport à la définition française qui vient d'être énoncée par Samia Maktouf ? Ce qui change, c'est l'ordre des priorités. Dans le droit interne, mais je ne suis pas une spécialiste du droit interne, on va d'abord regarder s'il y a eu un plan concerté. Alors qu'en droit international, on va avant tout s'intéresser au caractère systématique ou généralisé de l'attaque et à la victime visée, à savoir la population civile. La question de l'application d'une poursuite, d'une politique d'un État va intervenir dans un second temps et parfois même va être assimilé aux critères de la systématicité.
Ça veut donc dire que selon que l'on est poursuivi, par exemple, pour un auteur de crimes terroristes devant une cour pénale internationale, ce qui peut parfois arriver, ou devant une cour nationale en France en particulier, on peut ne pas avoir le même type de condamnation ni le même type de procédure qui s'applique à votre cas. Alors là, vous avez introduit un nouvel élément, c'est-à-dire que vous avez introduit l'élément que l'accusé est suspecté de terrorisme. En droit interne français, on a une incrimination qui s'appelle l'acte de terrorisme. En droit international, ça n'existe pas. Devant la Cour pénale internationale, le crime de terrorisme n'existe absolument pas. Parce que, Béatrice Brugère, le terrorisme est difficile à définir. Vous avez été juge antiterroriste, vous êtes désormais secrétaire général du syndicat Unité Magistrats FO, et on ne sait pas très bien, entre la France et les autres pays d'ailleurs, comment qualifier le terrorisme. Il n'y a pas de définition internationale du terrorisme, donc c'est assez complexe. Non, alors il n'y a pas de définition internationale, en effet, il n'y a pas d'homogénéisation sur ces concepts, mais il y a quand même une jurisprudence et on a quand même une doctrine en France et des qualifications qui semblent plus précise. Moi, ce que je voulais simplement dire, c'est que vous avez commencé, en effet, avec la déclaration du président de la République, François Hollande, qui parle d'un 14 novembre. Oui, qui parle d'un acte de guerre. Ce qu'il faut bien comprendre sur ces notions, que ce soit crime contre l'humanité ou acte de terrorisme, c'est qu'il y a une connotation politique extrêmement forte qui parfois vient polluer aussi l'action judiciaire. Et quand la communication politique utilise par exemple le mot d'acte de guerre, même ce mot renvoie à d'autres définitions juridiques qui sont propres justement à des poursuites en acte de guerre. Donc la confusion parfois entre le discours politique et la réalité judiciaire fait que c'est vrai que l'opinion publique parfois a du mal à s'y retrouver. C'est d'ailleurs notre cas souvent. Exactement, donc le sujet est intéressant, mais il n'y a pas que l'opinion publique. On voit très bien aussi que le débat au niveau des juristes existe, et tant mieux, parce que ces concepts sont évolutifs, sont pas toujours très clairement définis. Et à partir de là, je pense, et ce qui est très intéressant avec la démarche de Maître Maklouf, qu'il ne faut absolument pas s'interdire d'ouvrir le débat. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre parti, etc. Mais je pense que ce débat doit être ouvert, d'autant plus que Maître Maklouf a parlé d'injonction de 2 qualifications dans le cas qui la concerne, mais on pourrait même aller plus loin, on pourrait même se demander si certains actes terroristes qui sont dans le haut du spectre ne sont pas tout simplement des actes de crimes, des crimes contre l'humanité. La question aussi peut se poser d'une autre manière. C'est-à-dire de penser d'abord en termes de crimes contre l'humanité, avant de penser en termes d'actes terroristes. Exactement. Nous avons avec nous Philippe Sands qui nous a rejoint. Bonsoir Philippe Sands, merci d'être avec nous depuis Londres où vous exercez comme avocat international et vous êtes aussi spécialiste de droit et de défense des droits de l'homme. Et vous êtes, je le rappelle, l'auteur du magnifique Retour à Lemberg qui met en scène Hersch Lauterpacht, celui qui invente, qui synthétise le concept de crime contre l'humanité, et Raphaël Lemkin qui, lui, a synthétisé le terme de génocide. Souvent, effectivement, quand on est confronté à ces questions, on a tendance, en tant que public non averti, à mélanger les deux termes et donc à considérer qu'il n'y a souvent que crime contre l'humanité, que lorsqu'il y a crime de génocide, ça n'est évidemment pas le cas, Philippe Sands. Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je suis un peu en distance de Londres, mais je suis avec vous et j'écoute les débats très attentivement. Comme vous savez bien, ces 2 termes, crime contre l'humanité et génocide, ont été inventés à un certain moment en été 1945. Crime contre l'humanité, ça vise en général protection des individus, génocide, protection des groupes. Mais ce qui rassemble ensemble ces 2 termes, c'est l'idée cardinale qu'il y a certains actes qui atteignent un niveau de horreur qui franchit le seuil de crimes internationaux. Et ça, c'est l'importance du terme crime contre l'humanité. C'est une façon de signaler que ce qui s'est passé va en dépit des crimes qui se passent d'habitude, le meurtre simple, la disparition simple, etc., etc.
Il y a un aspect politique et un aspect juridique. Oui, et puis il y a aussi la question, on l'a évoqué avant que vous ne preniez la parole, de l'attaque systématique ou généralisée, et aussi cette question des conséquences du nombre de victimes. Samia Maktouf, en prenant en interpellant le parquet national antiterroriste, vous avez dit: je choisis d'attaquer et de demander à ce que Salah Abdeslam soit donc à la fois attaqué comme crime terroriste et comme auteur de crimes contre l'humanité, parce qu'il s'est attaqué à un grand nombre de personnes, 131 victimes, donc en l'occurrence pour ces crimes du Stade de France et pour le Bataclan. Je ne l'aurais pas fait pour un petit nombre de victimes, dites-vous. Non, en fait, pardon, c'est pas exactement ça. Bon, alors précisez-moi, j'ai compris cela en tout cas. Voilà, c'est pas exactement ça. Les attentats de Paris, alors il faut rappeler qu'il y a eu 3 lieux. Bien sûr. Il y a le Bataclan, il y a le Stade de France, et il y a les terrasses. Il y a 3 lieux. Donc, plusieurs lieux. Il y a le plan concerté. Et nous avons... Je suis avocate de plusieurs victimes partie civile, donc j'ai accès à la procédure. Je ne vais pas la dévoiler pour ne pas violer le secret de l'instruction. Mais le plan concerté existe. On n'a plus à le prouver. Et par ailleurs, pour ce qui est de la population visée et l'entité qui a commis ce crime contre l'humanité, il ne s'agit pas d'État comme ça aurait pu être, comme c'est défini par le Code pénal, l'article 112-1, mais par une organisation internationale qui se détermine comme étant un État, puisqu'elle a des frontières. Vous savez, j'ai découvert récemment, visuellement, la monnaie de l'État islamique. C'est un État, fort heureusement, n'est pas reconnu en tant que tel par la communauté internationale, mais je trouve que dans les attentats du 13 novembre, il y a tous les critères qui militent pour retenir la notion de crime contre l'humanité. Et pardon de rappeler, je parle non pas en tant que théoricienne, je parle en tant que victime, victime. Ah oui. Au nom des victimes, avocate de victimes. Et ces victimes-là ne sont pas prêts à se prendre les pieds entre les différentes notions internationales internes. C'est l'attentat à Paris qui a malheureusement coûté en termes de vie humaine le nombre le plus important depuis la Deuxième Guerre mondiale. Philippe Sands, vous avez donc travaillé pour Retour à Lemberg sur l'évolution évidemment de ce qui avait été pensé pendant la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que Ernst Lauterpacht, lorsqu'il pensait il a inventé ce terme de crime contre l'humanité, avait en tête ce type de crime, ou est-ce que c'est parce que, comme le disait à l'instant même Béatrice Brugère, eh bien le droit évolue et le droit international évolue, qu'on en vient à pouvoir penser que des crimes terroristes de ce type-là peuvent être qualifiés de crimes contre l'humanité, Philippe Sands? C'est une très belle question. Bon, d'abord, je ne connais pas très bien, pas comme Maître Maktouf, tous les faits. L'aspect principal, c'est de savoir si c'est une attaque généralisée ou systématique. Ça fait partie de ça. L'invention de Lauterpacht ne visait pas tellement ces aspects, mais je pense, en connaissant un peu sa pensée, que cet aspect de faire partie d'une attaque systématique serait central pour lui. Moi, je pense que lui, il pourrait imaginer qu'une attaque comme a eu lieu à Paris en automne 2015 pourrait être qualifiée comme crime contre l'humanité si elle fait partie d'une systématisation non seulement à Paris et en France, mais fait partie d'une organisation plus généralisée. Alors je n'exclus pas du tout l'idée que ce qui s'est passé peut être caractérisé comme crime contre l'humanité. La question vraiment, ce n'est pas tellement une question juridique, mais une question de politique. Parce que l'effet de caractériser comme crime contre l'humanité, c'est de internationaliser l'affaire, en fait, en simple, et de dire que la communauté internationale a un intérêt. Et si Maître Maktouf réussit dans ses efforts, il y aura des conséquences. Par exemple, si c'est crime contre l'humanité, tous ceux qui ont participé, qui sont complicites, qui sont accomplices, partout dans le monde, en principe, peut être visé, parce que crime contre l'humanité différencié de meurtre simple, il y a une
juridiction, une compétence universelle. Avec crime contre Il faut rappeler que la compétence universelle, ça veut dire que tout État, par exemple, peut intenter une action contre des auteurs de faits, même s'ils n'ont pas été commis, ces faits sur le territoire national, par exemple. S'ils ont ratifié des conventions, ce qui est le cas de la France. Et s'ils ont raté... Oui, c'est ça. Et à condition également que l'auteur se trouve en France au moment des poursuites. D'accord, c'est ça. Philippe Sands, je vous laisse continuer, puis je donnerai la parole aux autres intervenants. C'est en fait ce qui s'est passé en 1998, avec quand le sénateur Pinochet est arrivé à Londres, il a été hospitalisé, et il y a eu un procès qui a été tenté contre lui pour crime contre l'humanité, en effet, torture. Et les cours britanniques se sont demandé la question, est-ce qu'on a compétence dans cette affaire? Et la réponse était, pas compétence si c'est simple meurtre, mais si c'est crime contre l'humanité, s'il y a une compétence universelle, nous avons compétence de juger la chose. Et ils ont décidé, c'était crime contre l'humanité. La disparition de plusieurs centaines de personnes en Chili. Et en fait, on peut voir dans ce contexte, ce qui s'est passé à Paris en automne 2015 peut s'inscrire dans la même direction. Béatrice Brugère, puis ensuite Anne-Laure Chaumette. Oui, ce que dit Philippe Sands est absolument extrêmement intéressant et important. C'est ce côté politique. C'est-à-dire que je crois que le droit est évolutif parce que ce sont aussi nous, les magistrats, qui qualifions ces infractions. C'est le juge qui décide. Exactement. Il y a une part de subjectivité ou d'appréciation ou d'évolution. Et donc, quand je dis que c'est politique, c'est très important. Ça veut dire que on est sur cette question-là, même si on n'a pas la réponse tout de suite, sur ce qu'une société montre ce qu'elle accepte dans l'horreur. Et c'est un peu un baromètre, c'est-à-dire que c'est peut-être aussi un barreau d'honneur, mais c'est aussi un baromètre, ce que vous êtes en train de faire, Maître Maklouf, parce que ça va peut-être pas aboutir aujourd'hui, mais ça montre en tout cas ce à quoi une société est capable de dire là c'est trop ou là c'est du crime terroriste. Donc c'est très intéressant et c'est en cela que le débat doit rester ouvert. Oui, mais ce n'est pas qu'un débat politique, si je puis terminer, parce qu'en fait, comme vous venez de le dire avec Philippe Sands, il y a aussi des applications techniques extrêmement importantes, c'est-à-dire des compétences, des régimes juridiques différents, la prescription, la manière de juger. Donc ce n'est pas que symbolique, ce n'est pas que politique. Et on peut dire aussi qu'en Hongrie, c'était la semaine dernière, un Syrien qui était soupçonné d'être un cadre de l'organisation État islamique, Daesh, donc a été inculpé en Hongrie pour terrorisme et pour crime contre l'humanité également. Donc Anne-Laure Chaumette, je rappelle que vous êtes spécialiste de droit international. Oui, alors je voudrais réagir sur 3 points. Je vais commencer par le dernier que vous venez d'évoquer, sur la Hongrie. Il y a une différence, sur le procès de ce Syrien affilié à Daesh pour les actes qu'il a commis en Syrie. En Syrie. Effectivement, vous avez qui sont qualifiables, donc, selon la Hongrie, de terrorisme et de crime contre l'humanité. On est donc dans une situation différente de celle que nous avons... avec les cas du Bataclan, du Stade de France et des terrasses. Je l'avais noté également comme affaire, mais je pense qu'il y a une vraie différence sur les lieux des faits et donc le contexte. Ça, c'est le 3e point sur lequel je vais arriver dans un instant, le contexte qui me semble essentiel. Mais j'ai une interrogation que j'aimerais vous soumettre et... lorsque j'ai été contactée pour cette émission, j'ai tout de suite pensé que finalement, les juristes de droit français se posent la question exactement inverse que nous, juristes de droit international, nous posons. Nous, en droit international, on n'a pas le crime de terrorisme et on voudrait l'avoir. Et donc, pour pallier ce manque, on va parfois réfléchir en termes de crime contre l'humanité. Puisque nous n'avons pas le crime de terrorisme, on va qualifier les actes de meurtre ou d'extermination constitutif de crimes contre l'humanité. En droit interne, vous avez la possibilité, vous avez dans l'absolu, on a le crime de terrorisme, mais on souhaite l'enrichir avec le crime contre l'humanité. Pourquoi ? Pourquoi on a cette différence ? Je trouve ça assez stimulant intellectuellement. Alors je vous propose d'écouter une intervention importante, puisqu'il était procureur de Paris à l'époque, François Molins, dans un colloque qui se tenait en 2016, consacré justement à l'histoire du crime contre l'humanité. Voici ce qu'il avait dit. C'était un colloque organisé par la Cour de cassation et qui était fort important, puisqu'il disait que oui, peut-être, on pourrait conduire ces actes de terrorisme et les penser comme des crimes contre l'humanité. C'était peut-être possible, disait-il. Je crois que l'intérêt du recours à la qualification de crime contre l'humanité réside en fait en grande partie, si ce n'est exclusivement, dans la symbolique attachée à ces crimes.
Ainsi, d'actes visant à instaurer un climat de terreur, les actions criminelles par leur caractère massif et systématique viseraient l'humanité dans son ensemble, atteignant ainsi un tout nouveau seuil dans l'horreur. Pour autant, il faut se demander si le risque d'une utilisation abusive de ces qualifications ne pourrait pas conduire à une forme de banalisation en raison de son élargissement de façon indistincte à tout ce qui va susciter une légitime réprobation et indignation. L'opportunité de considérer, en tout cas de manière systématique, les actes de terrorisme comme des crimes contre l'humanité reste de toute façon une question délicate. Et je crois que les actes de terrorisme, nouveaux crimes contre l'humanité, au-delà des questions d'efficacité, c'est peut-être effectivement bien d'impact psychologique de la réponse pénale qu'il s'agit, par l'application de cette qualification de droit pénal humanitaire. C'est finalement un peu le constat de l'évolution du regard que porte une société sur ses souffrances, face à des crimes perçus de plus en plus comme très humainement, très traumatisants, et non plus seulement comme des atteintes à l'État et à ses symboles. Finalement, le symbole d'une société qui se pense, et je dis cela sans jugement de valeur, d'abord par l'individu. France Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin. 18h43 sur France Culture, un temps de débat consacré aujourd'hui à une question difficile. Les crimes terroristes peuvent-ils être également des crimes contre l'humanité ? Brièvement, vous vouliez conclure ce que vous disiez, Anne-Laure Chaumette, avant d'entendre cette intervention en 2016 de François Molins. Et puis on va donner la parole aux autres participants à ce débat. Oui, j'aimerais juste revenir sur un élément qui me semble très important. On confond très souvent le terme attaque et le terme acte. Pour qualifier un acte de crime contre l'humanité, il faut d'abord identifier que c'est un acte tel qu'un meurtre, un acte de persécution, et que cet acte-là, individuel, s'inscrit dans le cadre d'un contexte très spécifique qui est l'attaque généralisée ou systématique. Où je veux en venir, c'est que ce qui doit être généralisé ou systématique, ça n'est pas l'acte lui-même, mais bien une attaque très globale. Pour en revenir aux attaques du Bataclan, ce qui me semble important, c'est qu'on n'a pas forcément besoin d'identifier que cet acte-là est généralisé ou systématique, mais qu'il s'inscrit dans un contexte d'attaque généralisée ou systématique contre une population civile, et ce qui suppose d'étudier toutes les autres attentats qui peuvent être revendiqués par Daesh. Oui, et d'ailleurs, une juriste que nous avions contactée pour participer à cette émission, qui s'appelle Julie Alix et professeure de l'Université de Lille, nous disait que dans un texte, elle expliquait qu'il fallait dissocier, par exemple, les actes commis en Syrie des actes qui sont commis en Europe, alors qu'ils sont commis par la même organisation. Et donc, c'est une vraie question. Si vous permettez, je vais répondre par une action qui, cette fois-ci, n'a pas été classée sans suite. C'est la plainte que j'ai déposée au nom de l'association Credo pour les chrétiens d'Orient, où le pôle crime pour... pôle national, crime contre l'humanité a accueilli cette plainte et une enquête est en cours. Donc, vous voyez que il est possible de ne pas dissocier, en tout cas géographiquement, puisque là, nous avons, qui sont commis à que ça soit en Syrie et en France, voire même en Europe. Et je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit récemment concernant le plan concerté, puisque c'est ce que j'ai mis dans ma plainte. Il s'agit d'une demande très claire adressée par El Souri, qui a demandé à ce que ces actes soient systématiques et généralisés. C'est un appel qui a été fait à toutes les personnes qui voulaient prêter allégeance à Daesh, et on est bien dans ce concept d'actes généralisés, planifiés et concertés. Béatrice Brugère, brièvement, et Philippe Sand ensuite. Oui, rapidement, je pense qu'en effet, ce qui manque souvent à la réflexion, c'est la contextualisation. Ça me semble absolument fondamental de remettre tout ça dans un ensemble cohérent. Et je rejoins tout à fait ce qui vient d'être dit. Il faut avoir absolument une vision globale, parce qu'on est quand même face à quelque chose de nouveau. L'État islamique est quand même une rupture, même si on a connu le terrorisme. Et je crois qu'il ne faut pas s'interdire de faire évoluer les concepts. Et notamment, ce qui s'est passé sur les territoires, puisqu'on a parlé du cas de la Hongrie, qui est différent. C'est différent physiquement, mais ce n'est pas si différent que ça. Pose quand même la question aussi de crimes contre l'humanité qui ont été commis en Syrie ou en Irak. Et là, il y a un vrai enjeu. Et je pense qu'à force de morceler ou de dissocier, on tomberait dans l'excès inverse, si je peux parler d'un excès inverse, qui serait, alors pour le coup, de
banaliser, oui, d'une certaine façon. Ouais. On a peur de banaliser le crime contre l'humanité. Il faudrait faire attention de ne pas avoir une vision trop dissociée qui banaliserait aussi les actes terroristes. Philippe Sands. En fait, j'écoute attentivement parce que là, il y a un débat sur les aspects assez techniques et juridiques. Absolument. Est-ce que c'est généralisé? Est-ce que c'est systématique, etc. Je veux mettre la pause sur ce débat et se poser les plus grandes questions. Parce qu'en fait, quelle est la différence, en effet, de juger la chose comme acte de terrorisme en droit français, d'un côté, ou crime contre l'humanité de l'autre côté? En fait, la différence, le premier, c'est de dire, c'est que les procès font partie d'agir sur la partie de la France pour protéger ses propres intérêts. Dès qu'on inscrit la chose dans la direction de crimes contre l'humanité, en effet, ce qu'on est en train de dire, c'est que nous agissons non seulement pour les intérêts d'un État, mais pour la communauté internationale et pour l'humanité dans sa totalité. Ça, en effet, c'est l'aspect central. Alors la question qu'un juge, qu'un procureur, qu'un avocat, qu'une victime se demande, est-ce que ce qui s'est passé peut s'inscrire dans cet élément global, international, ou est-ce que c'est un acte qui a plutôt un aspect local français? Ça, c'est l'aspect central de la chose pour moi. Oui, Samia Maktouf. Pardon, je m'inscris tout à fait dans ce qui vient d'être dit, mais je voudrais justement, pour prolonger ce qui a été dit précédemment par mon confrère, sur les conséquences de retenir le caractère de crime contre l'humanité, outre ce que vous avez si bien défini, la compétence universelle, il y a... Et permettez-moi de revenir au dossier, parce que je suis une avocate de dossier. Pour revenir au dossier, il y a aujourd'hui, les magistrats instructeurs ont lancé plusieurs commissions rogatoires internationales et des mandats d'arrêt pour ramener des personnes qui étaient de près ou de loin impliquées dans cet attentat. Et le fait de retenir le critère de crime contre l'humanité va, par opposition au terrorisme, nous amener à la prescription de l'action publique. Puisqu'aujourd'hui, et encore une fois, je parle en tant qu'avocat de victime, le principe de la prescription. C'est-à-dire que si on passe au crime contre l'humanité, il y a imprescriptible. Voilà. Ça sera imprescriptible. Et encore une fois, c'est aussi l'intérêt des victimes que je défends, parce que dans 30 ans, vous savez, ils ont aujourd'hui, ceux qui sont restés en Syrie ou en Irak, ils ont entre 20 et 30 ans. Dans 30 ans, ils pourraient être nos voisins, on pourrait prendre le métro avec eux. Leurs petits-enfants peuvent fréquenter les mêmes écoles que nos petits-enfants. Quelle va être la décision de l'État français? C'est très important d'y penser. Anne-Laure Chaumette, Béatrice Brugère et à nouveau Philippe Sands, parce que cette question de la prescriptibilité, effectivement, rentre dans le débat sur cette qualification possible de crime contre l'humanité pour des crimes terroristes. Alors, je vais rebondir en évoquant une autre affaire qui est beaucoup moins connue, plus ancienne, qui est une affaire mais qui concerne le même contexte, puisqu'on était en Irak dans les années 80, lorsque Saddam Hussein, il y a eu une tentative d'assassinat contre lui en 82, et en réaction, il fait des représailles dans la ville de Djoujaïl, il y a plus de 140 morts et presque 800 déportés. Au moment du procès de Saddam Hussein, les juges, dans leur décision, présentent tous les éléments du terrorisme. Ils présentent ça comme des éléments de terrorisme et finalement, ils vont qualifier ça de crime contre l'humanité, sans utiliser la notion de terrorisme, alors que les éléments étaient remplis. Et pourquoi je dis ça ? C'est parce que, et c'est là où je rejoins Madame Brugère sur l'idée qu'il faut peut-être faire évoluer les concepts, c'est que le crime contre l'humanité, encore aujourd'hui, est-ce à regretter ou pas, mais vise à protéger la population civile contre les agissements de son propre État. C'est surtout comme ça qu'il a été conçu. Or, dans les attentats du Bataclan, ce n'est pas l'État français, évidemment, qui a agi contre sa propre population civile. Et je pense que la marche, elle est là. Est-on prêt à utiliser ce concept pour d'autres violations massives des droits de l'homme qui ne sont pas le fait de l'État lui-même ? Béatrice Brugère. Oui, on voit très bien qu'il y a des conséquences pratiques et qu'on n'est pas que sur du politique et du symbolique. C'est ça qui est très intéressant. Moi, je voulais juste rebondir sur ce que Philippe Sands a dit qui me semble extrêmement intéressant. C'est le côté international du concept de crime contre l'humanité. Il ne faut quand même pas oublier juste
qu'avec l'État islamique, et on a quand même une rupture, parce que l'État islamique a, à la différence d'autres groupes terroristes, et ça c'est vraiment une rupture, j'allais dire, de nature profonde, une visée hégémonique mondiale. C'est-à-dire qu'il y a cette idée d'instaurer un califat mondial, d'instaurer un mode de vie sur plusieurs pays, et la France est un des pays qui sont ciblés. Et du coup, ça donne une autre dimension et une autre structure aux faits qui sont commis à la fois en Syrie, en Espagne, à Londres, en France. Et là, on a peut-être aussi une réflexion à mener parce qu'on est sur quelque chose de nouveau, un peu d'hybride et qui devrait nous interpeller. On n'est pas comme sur le TA ou des groupes terroristes, j'allais dire plus classiques, si je puis permettre cette expression. Philippe Sands, et puis je redonnerai la parole à Samia Maktouf. Philippe Sands. Je m'inscris tout à fait dans cet élément. Il n'y a pas besoin de démontrer qu'il y a un État formel comme la France ou le Royaume-Uni ou les États-Unis ou l'Union soviétique ou la Russie qui participent pour qu'un acte soit qualifié comme crime contre l'humanité. Mais cette discussion encore, ça me fait penser parce que je suis en train de finir un livre qui est le successeur de Retour à Lemberg, qui sera publié en avril en Angleterre l'année prochaine, avec le titre The Rat Line. Il n'y a pas encore de titre en français. Oui, c'est la fameuse Rat Line, c'est donc cette filière d'évasion, pourrait-on dire, ou de départ des nazis pour l'Amérique latine en particulier, qui passait parfois par le Vatican. Exactement. Alors, il y a un aspect très important dans cette histoire qui a eu lieu à Rome en mars 1944, quand les autorités italiennes et allemandes ont tué 335 individus dans la fosse et les caves ardéatines. Les fosses ardéatines, qui est un traumatisme pour l'histoire italienne, ces temps-ci encore. Représailles, pas de prescription. 50 ans plus tard, 2 hommes sont jugés, Erich Priebke et Karl Haas, pour crimes contre l'humanité. Et pas pour la tuerie de 335 personnes, mais pour la tuerie de 2 personnes parmi 335. Alors, d'abord, il n'y a pas de prescription. Deuxièmement, comme on dit en anglais, crimes against humanity is not a numbers game. On n'a pas besoin des milliers, des millions de personnes. Ça peut être 300 personnes, ça peut être 50 personnes, ça peut même être 5 personnes, si c'est dans le contexte. Et je pense que cette réflexion, en écoutant ce débat, renforce pour moi plutôt l'aspect « pourquoi pas crime contre l'humanité » dans ce contexte que ce qui s'est passé à Paris en novembre 2015, parce que pour moi, je dois dire, je vois assez clairement, et j'ai écouté attentivement, attaque généralisée ou systématique, pourquoi pas, c'est clair que ce n'était pas isolé, ça faisait partie de quelque chose de plus large, en France, en dehors de la France, en Europe et au-delà de l'Europe, en Syrie et en Irak. Et cette conversation m'emmène plutôt dans la direction de dire pourquoi pas. Ouais, Samia Maktouf, vous avez un soutien de poids en la personne de Philippe Sands, qui a travaillé sur le fondateur du crime contre l'humanité, qui s'appelait Ernst Lauterpacht, il faut le rappeler. Vous allez donc continuer votre combat au nom des victimes de ces attentats? Juste pour compléter les propos de mon confrère qui est un confrère averti, je voudrais commenter d'un mot, même si on ne le fait pas systématiquement, le classement sans suite. Et je regrette très profondément, je regrette au nom des victimes, que cette plainte n'a pas été l'occasion. Ici, elle a ouvert le débat, mais ça n'a pas été l'occasion pour les magistrats d'en débattre, alors que... Mais ça va venir. Ça va venir, je le souhaite. Avec tous les gens qui sont autour de cette table, on a l'impression effectivement qu'il y a des discussions ouvertes en tous les cas. Au nom des victimes, je regrette qu'on n'ait pas eu peut-être le courage politique d'aller au-delà, parce que la conséquence est très très importante. Au-delà du symbole, comme M. Melins l'avait dit lors de son intervention, il y a aussi tout le système répressif. On parlait tout à l'heure le fait de pouvoir que l'action publique soit imprescriptible. Il y a aussi tout le système répressif antiterroriste qui devra, si c'était retenu, s'adapter. Toute l'instruction, toutes les mesures et les moyens devront être adaptés si on venait à conjuguer le crime contre l'humanité avec le terrorisme. Parce que dans le classement sans suite, comme a dit, on m'a demandé de me satisfaire du fait que les attentats du 13 novembre sont qualifiés de terrorisme. Oui. Mais vous allez continuer tout ça. Bien entendu, bien entendu. Parce qu'il y a une possibilité d'appel. Je le fais, je suis en train d'y travailler.
Anne-Laure Chaumette, on voit bien que chez les juristes, c'est un débat qui court depuis maintenant pas mal d'années, qui est encore actif, mais qui, d'une certaine façon, nous conduit vers une décision qui pourrait ressembler à ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que le crime contre l'humanité pourrait être appliqué, dans certains cas, à ces crimes terroristes. Oui, effectivement, dans certains cas. Est-ce que j'ai bien dit dans certains cas. Est-ce que le cas des attaques du Bataclan pourrait être le premier cas d'assimilation et de conjugaison de ces deux qualifications? Je n'en suis pas convaincue, mais de toute manière, on va avoir besoin à un moment de rapprocher ces deux infractions et surtout de réfléchir à une poursuite des crimes de terrorisme pour la simple raison, c'est que c'est la nouvelle forme de criminalité aujourd'hui qui est la plus répandue et qui fait le plus de tort aux États. Et donc les États vont être obligés de réagir dans très peu de temps. Merci beaucoup. Je vous remercie tous les quatre d'avoir bien voulu discuter de cette question qui est une question très importante. Philippe Sands depuis Londres au téléphone. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes auteur de Retour à Lemberg. Samia Maktouf, Béatrice Brugère et Anne-Laure Chaumette.